Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition, si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, et le lundi en supplément pour bien démarrer la semaine et balayer les enjeux des prochains jours sur les marchés. Le lundi, c'est à 13h30 en direct, si vous nous suivez sur Bismart TV là aussi. Toutes ces émissions, vous l'aurez trouvées bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle semaine et un nouveau mois qui commence pour les investisseurs avec pour les marqueurs des prochains jours des statistiques américaines concernant le marché du travail. On sera abreuvé tout au long de la semaine de données économiques concernant les tensions ou le rééquilibrage des tensions sur le marché de l'emploi aux États-Unis avec en point d'orgue le rapport mensuel qui sera publié ce vendredi. Et puis bien sûr, c'est la semaine où la Banque Centrale Européenne va prendre son indépendance en délivrant cette première baisse de taux qui a été très bien communiquée ces derniers jours. Première baisse de taux donc dans ce cycle pour la Banque Centrale Européenne ce jeudi. Nous ferons à cette occasion un petit contrôle technique de la situation des marchés après une fin de mois de mai qui a été peut-être un peu plus fébrile que ce qu'on pouvait imaginer. En tout cas, après le rebond des premières semaines du mois de mai, on a vu quand même des indices s'affaiblir, notamment en Europe, particulièrement à Paris pour le CAC 40. Quels sont les enjeux du mois de juin qui commence? Nous en parlerons avec Romain Dobré en visioconférence avec nous dans un instant. Et puis, grosse actualité autour des émergents avec des résultats d'élections en série en Inde, en Afrique du Sud et au Mexique. Nous en parlerons avec une économiste spécialiste des émergents chez AXA IM, c'est Irina Topasseri qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé dans le paysage des marchés globaux au cours de ce mois de mai et au démarrage de ce mois de juin? Nous en parlons avec Romain Dobré avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Merci beaucoup d'être avec nous. Tiens, un truc qui a changé quand même la semaine dernière, c'est que le Nasdaq américain a mis fin à 5 semaines de hausse consécutive avec un retracement quand même appuyé sur l'ensemble de la semaine dernière pour l'indice vedette américain, lourdement chargé toujours en valeur technologique, Romain. Oui, effectivement, mais avec encore une fois des forces de rebond qui sont assez impressionnantes puisque l'indice qui perdait à plus de 2% à un moment a quand même réussi à terminer proche de l'équilibre sur la séance. Uniquement sur la semaine, il est effectivement en baisse. Il y a effectivement beaucoup de force dans ce marché. On sent que depuis quelques semaines, et on va dire depuis la mi-mai, l'échéance technique des marchés dérivés du mois de mai justement, ça cale un peu sur les indices. Alors européens, franchement, américains, on avait un doute puisque c'est à ce moment-là que le S&P et le Nasdaq ont réussi à déborder des tops sur lesquels on avait buté jusqu'à une douzaine de fois pour aller donc déborder ces grosses résistances historiques et aller tenter de s'installer au-dessus. On a eu dans le courant de la semaine et post publication d'NVIDIA un petit sell de news puisqu'on a eu vraiment une bougie du jeudi qui a suivi les publications d'NVIDIA pas très engageantes. Et puis, milieu de semaine dernière, jeudi aussi, un gap baissier lourd sur le S&P. Alors là, j'ai choisi de vous montrer le Nasdaq, vous devez voir à l'écran, des jeux de contre-pied assez marqués et on pressentait qu'on pouvait accélérer à la baisse. La volatilité, on la regardera ensuite, mais touchait des niveaux de support importants et avait mis des pieds dans des terrains dangereux. Alors, ce qu'on peut en dire, c'est que globalement, si on regarde le graphique du Nasdaq, il était bloqué dans un trading range 16 970, 18 340 qu'il a réussi à déborder assez puissamment au cours de la semaine de la mi-mai. Et puis, on n'a pas réussi à aller chercher la cible légitime suivante à 19 710 points. C'est la duplication du range précédent qu'on utilise dans ces cas-là. Et donc, cette grande pause qui avait été mise en place, on pourrait dire presque depuis le début de l'année jusqu'au mois de mars-avril, cette grande pause n'a pas permis de trouver l'indice, pour l'instant, en tout cas, de trouver le momentum nécessaire. Et on s'est arrêté à 18 855. On a formé la semaine dernière, ce que je vous ai entouré avec cette ellipse rouge, ce qu'on appelle quand même, malgré le gros rebond de fin de semaine, un avalement baissier. La bougie de la semaine dernière a englobé la bougie de la semaine précédente. Ça, c'est un signe très simple graphiquement que les acheteurs ont conservé la main en début de semaine et qu'en fin de semaine, ce sont les vendeurs qui l'ont reprise. En haut de marché, c'est quand même à prendre avec vigilance, d'autant plus qu'on va avoir un calendrier important cette semaine avec des PMI, des directeurs d'achat, et puis surtout les chiffres mensuels de l'emploi aux États-Unis. Évidemment, je ne parle pas de la BCE pour lequel
la baisse de taux est quasi écrite. Mais donc, il y a des éléments techniques importants à prendre en compte de ce côté-là. On a quand même mis un pied sous 18 340, qui était le gros plafond de verre, mais on l'a réintégré rapidement en fin de semaine dernière. Pour moi, l'alerte de court terme sur le Nasdaq, c'est 17 962 points, juste au-dessus du gros gap qu'on avait ouvert cette fois début mai, et qui est vraiment le niveau à partir duquel on pourrait se poser des questions. C'est pour ça que cette zone 17 962, 18 340 est la zone de danger à surveiller, et qu'en dessous, on pourrait retourner voir les plus bas qu'on avait testés au mois d'avril, au moins. Après, on a un risque de double top et d'accélérer plus à la baisse. Ce n'est pas encore le scénario. Si en revanche, on arrive à déborder 18 855, ben on peut continuer en direction de 19 710. Je trouve qu'on manque de momentum. Puis si on regarde les marchés dérivés et la position ouverte de ce côté-là, c'est intéressant de noter que sur l'Eurostoxx, on a perdu environ 1,80% depuis l'échéance technique des marchés dérivés du mois de mai, et qu'on a entamé le mois de juin. Donc ça, c'était à partir du 20 mai. Et depuis cette période-là, on a perdu 1,80% sur l'Eurostoxx. La position ouverte, globalement, a monté de 4%. Donc on a quand même une petite pression baissière. Ce ne sont pas les niveaux de 10, 15, 20% qui pourraient indiquer un marché de vendeurs structurel fort, mais ça indique qu'on n'a plus de momentum et plus de suivi, et surtout dans les rebonds, à chaque fois, la position ouverte a diminué, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de soutien acheteur. Sur les indices américains, c'est ce phénomène-là qui se produit. On a une position ouverte qui est sensiblement équilibrée. On était à 5308 sur le S&P à l'échéance des marchés dérivés. On est un tout petit peu plus bas, 5277 à la clôture de vendredi. Mais la position ouverte n'a quasiment pas bougé. Et surtout vendredi, malgré le gros rattrapage de fin de séance et malgré un S&P qui termine finalement quand même en hausse de 0,80%, la position ouverte baisse de 2%. 2%, c'est quasiment ce qu'on a construit entre le 23 mai et le 30 mai. Donc une semaine de construction qui est détruite par ce gros contre-pied. Alors il y avait le phénomène technique lié aussi à la fin de mois et le dernier jour du mois de mai calendaire cette fois-ci. Mais donc on voit qu'il n'y a plus beaucoup de soutien sur les indices américains. Donc moi je reste un peu méfiant avec une volatilité. C'est ça qu'on peut regarder effectivement le VIX qui a été testé des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. On est passé sous les 12, effectivement, au cours du mois de mai, en termes de volatilité implicite du marché américain. Romain, c'est ce que vous définissez comme étant la frontière entre la complaisance bien tassée et l'euphorie, on va dire. Oui, très bien, exactement. Complaisance bien tassée, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on peut rester longtemps en complaisance. On voit qu'il y a eu un petit pic de stress début avril, mais elle est passée sous 12,10 en clôture. On ne l'avait pas vu depuis janvier 2020. Autant vous dire que c'est une période dont on se souvient, puisque peu de temps après, le marché avait fortement accéléré à la baisse, bien sûr. Et donc, le fait de rentrer en euphorie n'est pas un signal de baisse en soi, mais c'est un signal de vigilance. C'est-à-dire que, évidemment, les opérateurs ne sont plus protégés. Et si un élément venait à contrarier un scénario qui devient très très optimiste, et là d'ailleurs on l'entend dans le discours aussi aujourd'hui, tout le monde est d'accord, tout le monde est optimiste, mais ça n'est pas en soi un signe de retournement, mais un signe de vigilance. Alors on a laissé quand même un petit gap baissier encore sur ce VIX que je ne vous ai pas montré sur le graphique hebdomadaire ici, mais pourquoi pas avoir une petite baisse complémentaire du VIX, donc une petite hausse complémentaire des marchés pour former un dernier contre-pied, c'est toujours possible. Reste qu'on arrive dans une zone sensible et qu'elle est au moins propice à prendre un peu de bénéfices. Réattaquer tant qu'on n'a pas vu le VIX se retendre un petit peu, ça me paraît difficile. Pour le reste, on n'a pas de signaux de retournement, encore une fois, à part cette bougie que je vous montrais juste avant. Le risque, si ça se tend sur la volatilité, c'est de dépasser 21,62 et d'aller chercher cette extension en zone d'alerte forte à 31,32, puisqu'on a une structure graphique de retournement peut-être sur la volatilité qui se met en place. Encore une fois, elle pourrait pousser cette zone cette structure jusqu'au mois de novembre prochain. Donc ce sont des trends de long terme, mais on va préférer un peu de prudence dans ce contexte-là et compte tenu d'un niveau de volatilité qui fait que on est moins protégé. En revanche, dès qu'on baisse un peu, le niveau de couverture remonte assez vite et donc on voit que les opérateurs sont assez mobiles, sont assez vigilants, même si on reste dans cette complaisance bien tassée comme vous le disiez. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'indice CAC 40 spécifiquement, Romain, sachant que sur les 2 dernières semaines du mois de mai, il a été un peu plus lourd que d'autres indices européens. On a le sentiment que la Bourse de Paris, le CAC en tout cas, pour les large caps, a été un peu plus affecté que d'autres indices en Europe. On a un scénario qui est très proche de celui qu'on avait connu l'année dernière, et même à partir de 2022, en octobre 2022, on avait rebondi, et puis de mars-avril jusqu'au mois de septembre-octobre, on avait connu un trou d'air, on avait consolidé latéralement. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a débordé la zone 6830, 7376, on est allé chercher la cible suivante parfaitement.
on s'est appuyé dessus, mais on aurait dû aller chercher 8436, la duplication du range précédent à nouveau. C'est pour ça que je vous ai laissé toutes ces zones pour qu'on repère. C'est-à-dire que le marché, quand il est harmonieux, évolue par paliers assez identiques. Et là, on a buté à 8254 points. Depuis, on crée ce petit trading range, 7906, 8254, qu'on observe parfaitement. Voilà pourquoi on s'est arrêté de baisser la semaine dernière sur le CAC 40. Voilà quel niveau on a réagi, 7906 points. C'est vraiment le niveau clé. Alors, si on sort d'un côté ou de l'autre, c'est 8612 en haut avec cette grosse cible à 8436. En bas, c'est 7577. C'est notre alerte de court terme, 7906. Ça veut dire qu'on détruirait tout ce qu'on a essayé de construire depuis le début de l'année. Pour y revenir, ce ne serait pas un bon signal graphiquement. Donc on préférerait la latéralisation. Mais encore une fois, les indices américains n'ont pas commencé à consolider, que nous, on est déjà en pause depuis le mois de mars-avril. Donc attention, encore une fois, un marché qui pourrait glisser. Pour l'instant, on préserve les niveaux techniques et on est pile au milieu de cette zone de congestion. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on commence à avoir des interrogations sur les indices des grandes valeurs, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, à Paris avec le CAC 40, on a ce réveil des small caps. C'est très visible, notamment à Paris, là aussi avec le CAC Small, qui est peut-être au démarrage d'une nouvelle tendance, Romain. Très clairement, on le voit avec cet indice CAC Small que vous avez à l'écran. Le CAC Small, c'est un panier de 81 valeurs de petite capitalisation par définition. Et on voit qu'il y a un trend baissier qui s'était mis en place depuis 2022, même fin 2021 jusqu'à début 2022, et qui restait baissier jusque vraiment il y a maintenant un mois et demi, où on est sorti par le haut de cette tendance baissière. Si vous regardez le CAC Small en dézoomant, et c'est pour ça que je vous ai proposé un graphique mensuel, on voit qu'il évoluait dans un large trading range 9571, 14 937 au mieux, mais plutôt 14 060 depuis maintenant des années. Ça fait depuis 2017 qu'en dehors du trou d'air Covid qui avait fait enfoncer ce trading range, on n'avait plus de tendance. Et là, on rebondit sur la borne basse du range, on accélère, on déborde cette oblique baissière. Donc la cible légitime, c'est 14 060, puis 14 937 qui est la cible idéale du mouvement. Ça fait entre 10 et 15% de hausse encore possible sur cet indice. Et puis on voit cette sortie franche, massive, avec des volumes assez significatifs. Donc il se passe quelque chose sur ce secteur-là. C'est une bonne nouvelle. On rappelle aussi que quand les small et les mid-cap space, c'est parfois aussi souvent la fin d'un cycle. Alors, ce n'est pas la fin de cycle pour demain, mais on peut se dire qu'on est peut-être en train de chercher les derniers titres sur lesquels il y a du momentum, mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'il faut payer manifestement aujourd'hui et que les opérateurs ont identifiées. Intéressant, parce que les fins de cycle sont marquées effectivement par le rattrapage des retardataires. Alors ça peut être les actions émergentes, ça peut être les small caps en l'occurrence. C'est aussi le rattrapage ou en tout cas l'envolée des matières premières. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là, Romain ? Effectivement, et vous le disiez, j'aurais pu montrer aussi des graphiques sur l'Asie qui effectivement fait un rattrapage intéressant. Enfin, Alibaba qui sort d'une longue congestion, mais j'ai choisi de vous montrer les matières premières parce que je pense que c'est le trend qui va être le plus fort. Et si on regarde ce panier de valeurs, l'ex-CRB, qui s'appelle Como, pour prendre un panier de valeurs négociables, eh bien, on voit qu'après une accélération haussière, je vous ai laissé le graphique depuis 2020, on voit cette explosion haussière, quand on passe de 10 à 28, 72 jusqu'en mars 2022. Et puis, depuis mars 2022, consolidation entre 20,41 et 23,44. Et là, on est sorti par le haut. Alors, on a des mèches de rejet. Ce n'est pas toujours uniforme sur les matières premières. On voit que le pétrole cale un petit peu ces derniers temps. En revanche, on a vu tout ce qui était métaux qui repaye. Et donc, on a validé clairement ce double bottom, deux fois touché largement à 20,41 pour déborder 23,44. La cible légitime, c'est 26,28. Donc, ça laisse entendre qu'on a des petits risques d'inflation, même si c'est moins violent que ce qu'on a pu connaître dans la période précédente, mais petit risque d'inflation. Et surtout, c'est d'aller voir à l'intérieur de ces matières premières, puisque ça, c'est un panier qui représente du pétrole, du gaz, etc. Ce qui est intéressant et ce qui est du momentum, on voit que ce sont les métaux et les métaux précieux aussi. Et donc, on a effectivement des choses intéressantes du côté du cuivre ou de l'argent. Merci beaucoup Romain, merci pour cet éclairage et ce petit contrôle technique des marchés entre 2 mois, la fin du mois de mai qui a apporté quelques interrogations peut-être nouvelles et le début du mois de juin avec cette première semaine qui démarre plutôt bien puisqu'on voit un CAC 40 dans le vert pour l'instant au-delà des 8000 points. Romain Daubry qui était avec nous en visioconférence, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Et
Et je le disais, grosse actualité au chapitre émergent pour entamer ce mois de juin avec des résultats au moins partiels, voire déjà quasiment bien avancés pour un bon nombre de grandes économies émergentes. Nous en parlons avec Irina Topasseri, économiste spécialiste des émergents chez AXA IM. Bonjour Irina. Bonjour. Merci d'être là. Effectivement, on a toute une série de résultats électoraux et qui concernent des pays émergents et pas des moindres. Si on commence peut-être avec le poids lourd indien, on voit que Narendra Modi est largement parti pour un troisième mandat. Je crois qu'il y avait assez peu de doutes sur sa victoire. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il est peut-être en passe. Alors, le BJP qui sont partis au sein de la grande alliance qu'il dirige, cette grande alliance est peut-être en passe d'augmenter ou d'accroître encore un peu le nombre de sièges qu'elle a aujourd'hui à la chambre indienne. C'est possible. C'est pas encore c'est pas définitif de ce point de vue-là. On attend les résultats. Alors, avant le démarrage des élections, on attendait effectivement un mandat plutôt solide pour Modi. Vous savez, les élections indiennes durent 2 semaines. Enfin, vous imaginez faire voter un pays. C'est 1 milliard quasiment de personnes qui sont appelées aux urnes. C'est une usine extraordinaire, l'organisation des élections. Et en entrant dans les élections, les premiers États qui ont commencé à faire leurs élections, on voyait en fait, on commençait à entrevoir une participation assez faible. Et donc là, les marchés se sont fait un petit peu peur en se disant, en fait, Modi ne va pas avoir cette main forte qu'on imaginait avant. Donc, il y a eu un petit peu de soubresaut. Et là, on arrive proche du résultat final et on voit que non, il n'y a pas eu de soubresaut. Finalement, on a l'impression qu'il garde un troisième mandat avec une main peut-être encore plus forte. Alors, les marchés aiment ça. D'abord, continuité, on va dire, mais continuité dans une sorte de vision assez exceptionnelle que Modi a. J'ai noté pour vous quelques idées. Donc, on parle de la 3e économie mondiale, 5e économie mondiale en termes de PIB nominal. L'Inde vient tout juste de dépasser le Royaume-Uni. Vous voyez le FMI, il vous place l'Inde en PIB nominal au numéro 3, justement, en 2027. Il dépasserait l'Allemagne et le Japon. Et Modi a une vision à horizon, tenez-vous bien, 2047. Pourquoi 2047 ? 2047, c'est une année très importante. C'est l'année où on fête les 100 ans de l'indépendance de l'Inde. Et là, Modi a une vision. Que je vous donne des chiffres. Donc, cette économie de 3,5 trillions de dollars passerait au rang des pays développés avec 30 trillions de dollars pour une population de 1,65 milliard de personnes dans le pays. Donc c'est une vision assez envoûtante. Ça veut dire, si vous pensez bien, 10% de croissance nominale par an tous les ans. Pour les 20... Et donc, quand on a fait les maths de ce point de vue-là, on se dit c'est une vision politique et très bien que le politique ait sa vision à 2047, c'est une chose, mais 10% de croissance nominale par an d'ici là, faut les tenir quand même. Ils sont à 7-8 là aujourd'hui, et c'est déjà un rythme de croissance délirant par rapport à ce qu'on observe ailleurs dans le monde. Il faut dire qu'il y a le court terme et le très long terme. Donc Modi effectivement a une vision de très long terme, mais le court terme c'est bon. Donc l'Inde a quand même. Vous regardez le FMI qui prend tous les pays du monde, vous fait une croissance tous les ans à horizon 2027. Vous êtes dans le top. 5, et vous parlez ici, il y a des tout petits pays qui augmentent peut-être de 10%, genre le top il est Afghanistan, en plus de 11% sur les prochaines années, donc une situation très particulière, donc pas comparable. L'Inde est dans le top du top, donc il y a des possibilités. Alors la grande si vous voulez, force de l'Inde, c'est sa démographie, donc une énorme population, très jeune. Et alors le sujet à long terme, c'est une dividende démographique peut vite tourner à la catastrophe. Là encore, je vais vous donner juste un ordre de grandeur pour qu'on comprenne. En fait, c'est extraordinaire. Donc, d'ailleurs, les détracteurs de Modi disent que ces 2 derniers mandats se sont faits avec une croissance qui ne s'est pas vue dans l'emploi. Donc, vous regardez le PIB par tête en parité de pouvoir d'achat, il n'a quasiment pas bougé depuis 10 ans. 10 ans. Donc, je veux dire, il y a quand même... Voilà, donc il ne faut pas non plus... Donc, on peut se laisser emporter par l'histoire. Mais bien sûr. Mais il y a quand même... Il y a un verre à moitié plein et il y a aussi encore un verre qui n'est pas vide. Qui n'est pas plein. Et alors, à ça, pas à son excuse, mais dites-vous bien que cette année, il y a 87 millions de personnes dans le marché de l'emploi. Qui arrivent sur le marché du travail. Qui vont arriver sur le marché du travail. Ça, c'est la taille de la Turquie. Vous rajoutez pays, vous rajoutez toute la Turquie dans la... 2030,
150 millions. Ça, c'est la taille du Mexique. Vous rajoutez encore un Mexique. Et il y a quoi? Il y a un risque de piège, de trappe il y a à un moment parce qu'en fait, il faut créer des emplois pour absorber tous ces... Et en fait, on le voit. Donc, il y a la grosse fracture en Inde, c'est la fracture entre la population rurale et la population urbaine. Évidemment, c'est super. L'histoire des pays émergents est facile au début. Quand vous ramenez quelqu'un qui est dans la zone rurale, qui a une productivité très faible, vous le ramenez en ville et il rentre dans l'industrie ou dans les services et tout de suite, la productivité du travail monte et vous avez donc tout ce step-up de la croissance. Donc ça, c'est fort bien. Mais quand vous le regardez en Inde, vous voyez que la population rurale reste encore très forte, l'emploi rural très fort, donc la productivité, elle est mauvaise. Donc forcément, on peut se dire, mais du coup, il y a du potentiel, mais en même temps, pourquoi ils sont là? C'est pas parce qu'ils veulent pas aller dans la zone urbaine, c'est qu'ils ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de poste à pourvoir. Donc je veux dire, il faut accélérer la machine. Donc Modi a un mandat où il faut accélérer la machine et il a des idées en tête. Et donc l'orientation, ça reste CAPEX, investissement. En fait, son idée, c'est lui aussi, il a un autre Make in India. Ouais. Un petit peu, voilà. Donc, vous savez, l'Inde est une économie qui a réussi son mouvement plutôt par le biais des services. C'est quand même, il exporte les exportations des services indiens. On connaît tous, on a tous des références en tête. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus une économie considérée fragile, etc. Donc, ce qui fait que l'intérêt des investisseurs, Modi a quand même réussi tout ça. Mais le deuxième point de Modi, c'est de dire, OK, les services, on continue, mais il va falloir ramener l'industrie manufacturière. D'abord, je pense qu'il y a une réflexion à se faire sur les services et l'intelligence artificielle. Aucune idée de comment ils vont être impactés, mais il y a quand même un sujet là-dessus où on peut se poser des questions. Et quid de la manufacture? Alors, ça ne va pas être une nouvelle Chine. Il n'y a pas la place d'une nouvelle Chine aujourd'hui. On ne peut pas faire de Chine dans ce monde. Il y a déjà des problèmes de surcapacité de production en Chine, c'est pas pour aller les doubler ou les tripler en Inde. Et par ailleurs, l'industrie manufacturière aujourd'hui, c'est plus une histoire de coût de main-d'œuvre pas cher, c'est du capital, c'est du skill, enfin de la compétence, c'est de la robotique, de la robotique, etc. Donc c'est pas le même. Donc ils pourront pas faire la même chose. Mais on voit quelques balbutiements. On le voit dans les téléphones portables. Il y a plusieurs Foxconn. Qui sont allés développer des capacités là-bas, bien sûr. Apple veut produire en partie ses nouveaux iPhones depuis l'Inde, bien sûr. Et des choses qui se passent. Voilà. Mais pour l'amener à ce niveau-là, il faut. Mais voilà, l'Inde fait quand même a une option extraordinaire qui plaît aux investisseurs parce que la consolidation fiscale, elle est bien lente, mais elle est là. Donc, ils rentrent dans les indices fixed income, enfin, dans les indices obligataires. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, les actions, tout le monde aime. Il y a une discipline dans la gestion, en tout cas, des grands indicateurs macroéconomiques. Mais il y a quelque chose. Donc ça attire quand même. C'est une belle histoire. Bon. Et les agences de notation aiment l'histoire indienne toujours. On a vu S&P relever la perspective de la notation de la dette indienne qui est triple B- aujourd'hui et qui pourrait donc être relevée d'un cran dans les prochains mois. L'autre gros sujet du jour, et ça nous amène à parler du Mexique, avec là une forme de continuité après les 6 ans de mandat de Andrés Manuel López Obrador, qui passe donc la succession à quelqu'un qui lui était très proche, qui s'appelle Claudia Sheinbaum, qui est la première femme à diriger le Mexique, qui a un background aussi très intéressant puisque c'est une scientifique de renom au point qu'elle a participé pendant longtemps aux travaux du GIEC. Donc on va avoir une ex-membre du GIEC en l'occurrence qui va diriger demain un pays comme le Mexique. À gauche, c'est la gauche mexicaine qui reste en place. Alors c'est vrai, au Mexique, donc les mandats présidentiels sont uniques. Donc, ce qui fait que le AMLO, comme on l'appelle, López Obrador, le président, ne pouvait pas poursuivre, même s'il est un des rares que je peux vous montrer dans le monde. Enfin, si, dans les émergents, il y en a quelques-uns, des présidents sortants qui ont une cote extraordinaire auprès. Il a 60% encore de popularité auprès des Mexicains. C'était le cas de Jokovic en Indonésie. Voilà. Donc, on a des leaders émergents qui arrivent à être élu haut la main et terminé haut la main. C'est quand même quelque chose à dire sur les émergents, sur certains émergents, pas tous évidemment. Alors, donc il passe la main effectivement à une femme. Donc ça sera effectivement la première femme présidente du Mexique. Donc ça c'est très très bien. Maintenant, elle va suivre. Oui. C'est
passé avant. Donc il y a une continuité à avoir. Cela dit, il y a là aussi un petit moment de flottement où on attend un peu l'articulation des résultats. Oui, parce que le peso baisse de 3% quand même. Et oui, peso mexicain. Oui, donc et alors on se demande réaction de marché là pour le coup. Généralement, on dit que la continuité, les marchés, etc. Et surtout que c'était très bien vu dans les sondages. Oui, il n'y a pas eu d'écart par rapport à ça. Alors il y a quand même quelque chose que peut-être les sondages n'ont pas entrevu, c'est qu'il pourrait gagner une super majorité au Congrès. Et ça, la victoire est tellement forte. Oui, une victoire encore plus forte. Donc peut-être que la personne même, au-delà d'avoir hérité, si vous voulez, de la popularité de AMLO, peut-être elle a rajouté quelque chose. Donc il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Et pourquoi le marché se fait peur là-dessus? Parce qu'il faut dire que López Obrador avait quand même émis au moins 18 propositions pour secouer les institutions mexicaines. Donc il y a une perception quand même qu'avoir la supermajorité pourrait mettre en danger le cadre institutionnel mexicain. Et donc là, ça fait référence au secteur de l'énergie, notamment pétrolier, où AMLO a une vue très clairement exposée sur plus d'État. Nationalisation, quoi. Oui. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, ils ont un opérateur pétrolier national qui est un des plus endettés au monde, je crois. C'est très compliqué, donc c'est un sort d'endroit où on jette de l'argent et on essaye de s'en sortir. Mais c'est une histoire qui date. Donc en 2014, l'ancien mandat précédent avait essayé de réformer tout ça, mais dans le bon sens, c'est-à-dire lâcher, ouvrir, privatiser, faire venir les internationaux, parce qu'en fait, il y a les puits de pétrole mexicains sont en déclin naturel. Voilà. Et en fait, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas eu de chance. Il y a eu la baisse du prix du pétrole derrière. Et AMLO a en fait capitalisé là-dessus. Il est venu comme ça en disant vous avez vu, ça n'a pas marché, laissez-moi faire, etc. Et donc voilà. Donc maintenant, il y a un peu de crainte qu'avoir 2/3 du Congrès pourrait amener à une certaine peut-être moins de contre-pouvoir qu'attendu dans le paysage politique mexicain. Oui. Il y a des sujets. On parle alors que les résultats ne sont pas encore définitifs de ce point de vue-là. Il nous reste 1 minute 30 pour dire un mot également de l'Afrique du Sud, Irina. Et là aussi, si je regarde le marché des devises et du Forex, je vois que le rand sud-africain a pas mal baissé quand même ces derniers jours depuis le début de l'élection en fin de semaine dernière. Alors ici, et donc là, c'est l'ANC qui était au pouvoir majoritaire, en tout cas depuis 30 ans, qui est en train de perdre sa majorité. Oui, mais là aussi, j'ai l'impression que c'était absolument vu. Ce parti ANC, donc effectivement le parti post-apartheid qui mène le pays depuis cette période, a subi une fracture. Donc Zuma, l'ancien président, a décroché. A créé lui-même son mouvement. Si vous les mettez ensemble, c'est la même chose. Donc en fait, rien n'a changé. Mais ça a changé quand même parce que Ramaphosa, donc l'actuel président, ne peut pas gérer sans Zuma. Et donc comme il y a une sorte de lutte de pouvoir, comment faire? Quelle va être la coalition? Donc aujourd'hui, donc le marché est en question. Quelle coalition? Coalition avec Zuma, ça veut dire qu'un des deux saute et qui veut, personne ne veut, donc c'est pas possible. Coalition avec les extrêmes de gauche, quel tracas, impossible à gérer le pays. Et dernière possibilité, qui est peut-être celle par laquelle on pourrait s'en sortir à la hausse sur les marchés si jamais ça se fait, c'est coalition avec le centre-droite. Mais là encore, vous êtes avec deux partis fondamentalement opposés, plein d'adversaires, quoi. Et comment est-ce que ce pays est gouvernable, un pays qui a des problèmes de finances publiques, où il faut quand même... Et quelles concessions fait-on qu'on est en coalition? Donc des question un peu plus sérieuse pour l'Afrique du Sud quand même, mais peut-être qu'on pourrait là aussi entrevoir quelque chose de plus optimiste qu'aujourd'hui le marché ne l'entrevoit. Bon, évidemment, on commentait avec vous, Irina, et merci de l'avoir fait, ces résultats préliminaires, mais qui donnent quand même les grandes tendances pour ces pays en termes d'orientation politique à venir. Voilà, il y aura encore peut-être des détails, des rebondissements au fur et à mesure de la publication du scrutin dans ces pays-là. Merci beaucoup, Irina. Merci d'être venue parler de ces économies émergentes en pleine série d'élections et de résultats électoraux après ces derniers jours. L'Inde, le Mexique et l'Afrique du Sud. Irina Topasseri, économiste émergent chez Axiem, était l'invitée avec nous de Smart Bourse pour démarrer cette semaine.